Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de JCP. Alors pour ce nouvel épisode, je vous propose une revue d'actualité de faits, d'événements, d'articles, d'entretiens de la semaine passée sur un angle socio-économique. Alors au programme pour cette semaine, nous verrons donc un entretien de Christine Lagarde, patronne de la BCE dans la tribune, le FMI qui a remis un rapport sur la France, Gabriel Zucman qui passait à la télé pour parler de la proposition de loi de 2% qui va passer au Sénat prochainement. J'ai Gérald Darmanin qui pousse ou qui propose ou qui suggère, qui évoque la fin de l'argent liquide et d'autres choses, on verra ça. C'est une orientation ou une mise en place du crédit social. Et des travaux concernant une réforme de la fiscalité immobilière, enfin de la fiscalité de l'investissement immobilier, de la location, pour stimuler le marché. Et comme d'habitude, vous trouverez toutes les sources en description pour revoir, lire, faire votre avis, votre analyse. Avant toute chose, je précise que je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Comme tout le monde, je peux me tromper. Aussi, je ne suis pas responsable de vos décisions ou de vos actes. Donc l'entretien de Christine Lagarde dans la tribune dimanche 18 mai 2025. Bon, globalement, rien de pas d'annonce vraiment, hein, que la reprise des éléments qu'on entend déjà à droite à gauche. C'est toujours les mêmes messages qu'on entend venant de la Commission européenne et d'ailleurs sur l'Europe, les bienfaits de l'Europe, le rapport Draghi avec le besoin de financement de la défense, de l'innovation, l'évocation de l'union de l'épargne et l'investissement, l'arrivée de l'euro numérique donc pour octobre 2025. Donc l'euro numérique, c'est le chantier actuel piloté par la BCE, mais qui va être revu et mis en place par la Commission européenne d'ici la fin de l'année, à partir de la fin de l'année. Mais voilà, en substance, rien de nouveau, hein, mais c'est vraiment toujours les mêmes messages qui sont martelés, cette fois-ci par Christine Lagarde. Donc étonnamment, bon, c'est un petit clin d'œil, mais il n'y a pas le mot souveraineté, cette fois-ci, dans l'article, alors que c'est partie du bingo des mots à placer dans tout entretien, toute parole. M'amène à me poser la question, est-ce que la BCE est finalement si indépendante que ça quand on voit ce genre d'entretien, ou est-ce que c'est simplement le ministère des Finances de l'Union Européenne qui vient faire de la propagande des messages et des lignes directrices actuelles de cette Union Européenne? Voilà, à vous de vous faire votre avis lorsque vous lirez l'article ou vous regarderez d'autres entretiens à venir. Le FMI a publié un rapport que vous trouverez sur son site internet sur la France, sur l'état de la France sous un angle donc économique, budgétaire, fiscal. Et pareil, hein, si on reprend les messages ou en tout cas le contenu, si on peut synthétiser, donc ils disent que voilà, la situation est grave mais pas désespérée, ce qui fait écho à ce que le Premier ministre Bayrou disait lors de son show télé le 14 avril avec son comité d'alerte et qu'il fallait dire la vérité aux Français. Mais voilà, ils reconnaissent l'objectif de 3% de déficit d'ici 2029, sachant qu'aujourd'hui donc on était à 6, cette année ils espèrent toujours faire 5,4, quelque chose comme ça, sachant que la croissance ne fait que les prévisions de croissance ne font que baisser. Le FMI donc il dit effectivement que c'est bien qu'il faille faire des efforts sur les trois niveaux, donc au niveau de l'État, au niveau national, au niveau collectivité locale et au niveau de la protection sociale. Donc ils disent qu'il ne faut pas augmenter les impôts qui sont déjà élevés, donc la France étant l'un des pays qui a le taux de prélèvement, donc quand on dit impôt, c'est bien sûr tout type d'impôt, hein, pas que les impôts sur le revenu. Donc la France c'est l'un des pays avec le taux de prélèvement l'un des plus élevés dans les pays développés. Voilà, ne pas augmenter les impôts, sauf des impôts exceptionnels et temporaires. Alors bien sûr, on peut faire référence à l'augmentation sur l'impôt sur les sociétés qui était pour une année, mais je crois qu'ils ont l'intention de le reconduire encore l'année prochaine. La CDHR qui sera applicable donc sur les revenus 2025,
lui, par contre, est dit, pour l'instant, s'il dit que ce sera temporaire, qu'une année, on verra. Voilà, et que le FMI dit qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est réduire les dépenses, qui quantifie à 1,1% du PIB, donc en 2026, ce qui correspond, sachant que le PIB français est environ 3000 milliards d'euros, donc ça fait 35 milliards, et ça tombe bien, on rejoint les 40 milliards que le gouvernement recherche, ou annonce rechercher pour établir le budget de l'année prochaine. Le FMI soutient et pense que effectivement, l'union de l'épargne et l'investissement est un bon axe de développement, notamment pour stimuler les investissements dans les entreprises européennes. Cette union de l'épargne, on en a parlé plusieurs fois dans le JCP. C'est pour orienter, mobiliser l'épargne des citoyens vers ce qui serait plus utile, on va dire, pour l'Europe, notamment les entreprises européennes. C'est un peu vague encore, on ne sait pas sous quelle forme, est-ce que c'est du volontaire, est-ce que c'est de l'obligatoire, enfin, c'est un sujet à suivre. Et globalement, donc le FMI reconnaît, voire approuve, quand on lit la terminologie, le plan d'action du gouvernement actuel. Il n'annonce rien de clivant, on aurait pu s'attendre à pas forcément des instructions, mais en tout cas des indications, ou des suggestions qui soient un peu plus fortes, et que ce que le gouvernement essaye de mettre en place actuellement, ou en tout cas essaye de réfléchir, puisque je crois que le Premier ministre veut ne rien annoncer avant la mi-juillet sur les pistes budgétaires. On aurait pu s'attendre effectivement à ce que le FMI soit un peu plus, on va dire, agressif dans le redressement des comptes de la France, mais en fait non, il ne va pas plus loin que ce que fait le gouvernement actuel. Et d'où la question, qui a écrit le rapport? Donc, il est dit qu'effectivement le FMI a eu des entretiens avec les autorités en France, bon, c'est la moindre des choses, mais est-ce qu'ils n'ont fait que copier-coller et reprendre les messages du gouvernement français, ou est-ce qu'ils ont eu une certaine autonomie dans leur rapport? On peut se poser la question, puisqu'en fait il n'y a rien de plus que ce que fait actuellement le gouvernement français, quoi. Donc c'est presque un blanc-seing donné par le FMI pour approuver les initiatives actuelles. Donc je vous donne le lien pour aller lire ce rapport du FMI. Et donc on avait Gabriel Zucman qui passait à la télé cette semaine sur donc la chaîne parlementaire pour préparer le passage de sa loi, enfin de la loi de 2% au Sénat le 12 juin. Donc je vous renvoie vers l'épisode JCP numéro 7 en février, lorsque cette loi est passée à l'Assemblée. Donc en substance, c'est de mettre en place un impôt minimum de 2% sur le patrimoine des Français, incluant le patrimoine professionnel, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise dont son entreprise est valorisée plus de 100 millions d'euros aura un impôt minimum de 2% sur cette valeur-là, donc incluant tous les autres impôts par ailleurs, l'impôt sur le revenu, l'IFI, tout ça. Mais voilà, c'est histoire de taxer encore plus. Ils veulent rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros. Et toujours, en fait, ce qui n'est pas nouveau dans le discours de Gabriel Zucman, mais en fait, il a vraiment des propos de militant. Il milite pour son idée, il a fait des rapports sur cette idée de 2%, tout ça, et il milite pour que ça passe, mais c'est vraiment un discours de militant utilisé comme argumentaire, en minimisant l'impact qu'aurait cette loi, cherchant à dire que voilà, ça ne concerne que très peu de personnes, c'est une proposition modeste, c'est anti-abus, ça ne cible que les ultra-riches, ainsi de suite, donc c'est le même argument qu'on retrouve venant de la gauche en général sur ce projet de loi. Il faut taxer les riches, que ce soit clair. Voilà, donc c'est toujours le même discours de militant venant d'un économiste. Je trouve que c'est un peu déplacé. Il devrait rester un peu plus neutre pour défendre les avantages. Et éventuellement, il ne parle pas des inconvénients de son idée théorique d'économiste.
Et durant cet entretien, donc, il évoque une autre proposition de taxe qui en fait qui fait écho, qui ferait réponse au projet de Donald Trump avec ces tarifs douaniers, ces taxes supplémentaires au niveau des douanes, des importations-exportations. Donc Gabriel Zucman appelle ça le protectionnisme d'interposition. Je mets un lien vers son compte Twitter où il en parle un peu. C'est l'idée pareil, un peu pour les entreprises internationales, finalement c'est un peu de l'idée de faire un impôt minimum sur les revenus, enfin sur le chiffre, sur les bénéfices des entreprises. L'idée que si une entreprise n'est pas assez imposée dans son pays d'origine, alors le pays dans lequel elle fait du chiffre d'affaires pourrait lui imposer un complément de taxes. Alors c'est très flou, mais en pratique c'est une nouvelle taxe sur les activités économiques. Là c'est cette fois ciblant non pas les individus mais les entreprises. Avec toujours dans la perspective un impôt minimum pour tout le monde au niveau mondial. Et puis, vous avez peut-être entendu, parce que ça a quand même fait un peu de bruit, donc Gérald Darmanin qui était passé au Sénat le 22 mai, et donc il y a eu un entretien qui est passé forcément le lendemain à la radio pour détailler ça, donc le 23 mai sur RTL Matin. Il préconise donc tout sous l'angle, en fait en tout cas sous le prétexte du narcotrafic, de la lutte contre la drogue, disant que comme l'argent liquide ne peut pas être tracé, que c'est pas bien, que ça alimente le trafic, blablabla. Donc il préconise tout simplement la fin de l'argent liquide, rien que ça. Mais également, et ce qui a été moins relevé dans la presse ou dans les commentaires, et vous verrez, vous avez le lien vers l'interview sur RTL Matin. Il préconise aussi la reconnaissance faciale systématique dans l'espace public, donc dans la rue, partout, pour lutter contre le trafic, l'insécurité. Donc voilà, c'est des suggestions où il dit qu'aujourd'hui les gens ne sont pas prêts, mais il dit que dans 5 à 10 ans, les gens seront prêts. Alors peut-être qu'il faut ce temps-là pour préparer les esprits, pour faire la propagande, pour utiliser les faits divers, pour justifier la mise en place de lois liberticides, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Je vous rappelle, pour les Jeux Olympiques, donc ils ont autorisé de la reconnaissance de mouvements, on va dire, par le biais de caméras et de l'intelligence artificielle, qui ciblait donc certains comportements supposés dangereux dans l'espace public, les colis abandonnés, les mouvements de foule, les mouvements brusques, des choses comme ça. Donc ils se voulaient expérimental durant les JO, mais bon, depuis, hein, c'est devenu pérenne, hein, ils ont prolongé cette expérimentation, bien entendu. Donc là, voilà, après ça, donc niveau supérieur, hein, de la reconnaissance faciale dans la rue, pour tout le monde, hein, pas juste, bien entendu, parce que pour retrouver les gens qui le recherchent, hein, les criminels, qui seraient reconnus par les caméras, c'est-à-dire qu'il faut filmer tout le monde, bien entendu, reconnaître tous les visages, et pour pouvoir isoler ceux qu'ils veulent. Donc, bien, c'est de la parano, voire du complotisme, mais si donc cette fin de l'argent liquide, hein, qui est un argument pour l'euro numérique, sachant que, petite parenthèse, donc l'euro numérique, hein, jusqu'à présent, c'était vanté comme une alternative et non pas un remplacement du cash, mais une alternative au paiement qui passe par des plateformes étrangères, type Visa, Mastercard, PayPal, des choses comme ça. Donc c'était pour faciliter les paiements voilà. Et par le biais d'une plateforme ou d'outils européens. Bon là on voit clairement que les masques tombent, hein, c'est pas l'euro numérique, c'est pas juste simplifier la vie, le quotidien des gens, hein, c'est tracer l'argent, tracer les dépenses. Vous rigoliez peut-être ou pas d'ailleurs, mais quand certains disaient ouais, on va vous limiter le nombre de billets d'avion que vous pourrez acheter, on pourrait vous limiter la quantité de viande, puisque acheter de la viande et manger de la viande c'est pas bon pour la planète, donc on pourrait vous limiter la quantité de viande que vous pourrez acheter dans l'année, des choses comme ça.
Voilà, c'est l'euro numérique le permettra. Entre autres, un jour, j'en avais parlé un peu dans un épisode précédent et plein de personnes en parlent, donc je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet. Euh, Lorsqu'il y a eu, il y a 3 semaines à peu près, 3 semaines, un mois, la panne d'électricité en Espagne, qui a duré 12 heures à peu près, donc qui a forcément qui a créé des problèmes. Et notamment, il n'était plus possible de payer par carte bancaire, puisque tous les terminaux et le système étaient en panne, hein, les serveurs des banques et autres, ou des commerces, étaient en panne. Dès le lendemain, où on voyait déjà des références à cet euro numérique qui pourrait être la solution, parce que des paiements non connectés seraient possibles grâce à cet euro numérique. Donc justement, même en cas de panne, pas besoin de cash, puisque l'euro numérique permettrait de pallier à cette panne et permettre les paiements. Donc voilà, donc tout se met en place petit à petit pour cet euro numérique. La surveillance, donc la surveillance, comme on a dit, reconnaissance faciale dans la rue, donc la surveillance physique, mais aussi virtuelle, hein, sur les réseaux sociaux, grâce à la mise en place de l'identité numérique, qui va être un prérequis à cet euro numérique. Donc aujourd'hui, vous avez des cartes d'identité modernisées. Vous pouvez même avoir vos papiers sur votre téléphone par le biais d'une application d'État. Donc voilà, petit à petit, donc votre identité numérique aussi se met en place. Donc je prends un exemple, hein, l'accès au porno sur Internet. Donc il a été mis en place des procédures où vous devez prouver votre majorité. Donc pour l'instant c'est pas prouver votre nom, hein, mais c'est prouver votre majorité pour pouvoir accéder au contenu porno sur Internet, donc par le biais de plateformes intermédiaires, mais ça veut dire que on vous jure par les grands dieux que ces plateformes, que les informations ne sont pas recoupées et que personne ne sait que vous consommez du porno sur Internet. Mais bon, ayez confiance, quoi. Ayez confiance, ce n'est que pour votre bien, bien entendu. C'est pour la protection des mineurs, hein. Mais à chaque fois, il y aura des prétextes très honorables, la lutte contre la violence, l'insécurité ou autres, pour imposer des lois et des manœuvres liberticides. Donc clairement, c'est la mise en place des pièces du puzzle pour aller vers du crédit social. Ce qui est intéressant, c'est que je vous renvoie vers une vidéo, je mets le lien vers une vidéo d'Alexis Poulain qui en parle également. Et dernier point pour cette semaine, un article dans l'opinion du jeudi 22 mai, donc sur la fiscalité associée à la location immobilière et les investissements immobiliers. Donc comme la situation actuelle dans l'immobilier est assez grave, hein, qui a été provoquée, faut pas se leurrer. Depuis le début, on sait qu'Emmanuel Macron n'est pas favorable à l'immobilier. La mise en place du DPE avec un minimum obligatoire pour permettre les locations. La fin du Pinel. Alors après, Pinel était forcément critiqué, mais parce que ce sont des subventions publiques, tout ça. Mais quelque part, ça stimulait néanmoins le marché du neuf dans l'immobilier. Donc globalement, hein, l'immobilier est dans une passe difficile. Ils réfléchissent à le stimuler par le biais fiscal. Et donc cet article nous apprend, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines, mais qu'il y avait deux options envisagées, donc soit mettre en place l'imposition des revenus locatifs au PFU, alors qu'aujourd'hui c'est pas le cas, hein, c'est sujet, alors selon le format que vous retenez, si c'est par le biais d'une SCI ou sujette à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, ou à l'IR, ou si vous le faites soit au microfoncier, donc il y a un abattement, c'est forfaitaire, ou alors vous le faites en frais réels, et donc c'est sujet à l'impôt sur le revenu, plus les 17,2 de CSG CRDS. Enfin voilà, donc aujourd'hui il y a toute une fiscalité un peu complexe, honnêtement, sur l'immobilier, sur le locatif. Donc passer ça au PFU, clairement ce serait plus simple, mais ça rapporterait moins d'argent à l'État, hein, parce qu'on pourrait se dire que ça s'applique à tout le locatif existant, tout le parc locatif existant, donc l'impact budgétaire serait assez important.
Et donc la deuxième piste, c'est l'amortissement comptable. Donc c'est quelque chose qui est déjà en place pour le LMNP. Vous pouvez déduire de vos, je crois, de vos revenus, vous pouvez déduire une partie de donc amortir une partie de la valeur de l'appartement, du logement tous les ans. Donc il y a eu déjà une réforme cette année dans la loi de finances 2025 pour le LMNP où cet amortissement est réintroduit dans le calcul de la plus-value lorsqu'il y a une cession du logement. Donc il y a déjà cet avantage fiscal est déjà raboté, a déjà été raboté cette année. Néanmoins, la piste qui est la plus creusée, la plus explorée actuellement, c'est systématiser cet amortissement comptable, incluant donc les locations vides. Alors qu'aujourd'hui, ce système n'est pas possible pour le vide. Et puis la question se pose, c'est est-ce que ça va être applicable pour tout le monde ou seulement, sachant que quelqu'un qui a acheté son appartement il y a déjà 5, 10 ans, 15 ans, est-ce qu'il pourra toujours l'amortir et de combien, quel serait le taux sachant que l'idée, c'est plutôt dès l'achat d'amortir. Donc voilà, est-ce que ça va être applicable à l'existant ou seulement aux nouvelles acquisitions pour stimuler les nouvelles acquisitions? C'est-à-dire qu'il va y avoir un biais fiscal encore une complexité. Quand est-ce que vous avez acheté, quand est-ce que vous avez mis en location, enfin des choses comme ça. Ça peut encore devenir une usine à gaz parce que ils veulent pas prendre des décisions simples type PFU. Voilà, à suivre. Déjà voir si quelque chose va en sortir de tout ça. C'est tout pour cette fois, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de JCP.